Salut Étienne. Salut Baptiste. Je vais te demander de te concentrer, OK? OK. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. OK. Secoue-toi les épaules et la tête. OK, voilà. OK. Parfait. Ouais. Maintenant que t'es mêlé comme un jeu de cartes, on va pouvoir parler des board games qui nous ont façonnés. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply love. Ah là là, voilà. Fait que je fasse une Super. petite dad joke. Ah, c'est excellent. Ah. C'est excellent. C'est ça. OK, c'est parti. Je suis mélangé. Mélange ton dé. Ah oui, ton oui, dé c'est 20. vrai, c'est vrai. Fais c'est ton vrai, dé c'est 20. vrai. Là, attends un peu. Avant qu'on lance. Oh! Je m'en. lancé. OK, mais avant que tu me dises ton résultat, je dois mentionner, c'est l'épisode 13. On enregistre un vendredi 13. Hey, c'est l'épisode 13 et on enregistre un vendredi 13. Je lance. Baptiste, qu'as-tu obtenu? J'ai 9. OK, j'ai 7. Hey, À ta réaction, le je pire- pensais que t'avais 1. Non, mais on dirait que j'avais pas le goût de lancer parce que t'avais le goût de retenir, de me dire quelque chose avant qu'on lance. Ah, Fait tu peux recommencer si tu veux. Moi, ça me dérange pas. que- Ok, je relance. 20. Oh non! Non, j'aurais dû me fermer la gueule. Ah, ça y est, je te crois, Ah, Baptiste. comme ça. Je te crois. Ah, man. Ah, merde. Ah, fallait pas que tu m'invites à relancer. Ah, merde. Merde, je t'ai donné un avantage, voilà. Alors, Je sais Baptiste, tellement quel explique- critique que je vais choisir. Excellent. Explique le concept. On roule l'initiative depuis maintenant peut-être 6-7 épisodes. Ouais. Explique ce qui se passe, là, pour Nous la première fois. nous est venue une idée à un moment donné avec Étienne, un peu folle, de dire « Hey, on pourrait rajouter un petit peu de randomness dans nos épisodes, puis on va rouler. Puis si jamais on roule un critical fail, on a une table de critical fail, comme dans les jeux de Donjons et Dragons. Il y a des tables quand tu fais un critical fail qui est un 1. Et sur un critical success qu'on a défini, c'est que la personne qui l'avait pouvait imposer un critical fail à l'autre, finalement. C'est un petit peu ça, le concept. Fait que là, je vais aller dans ma table des critiques. Table des critiques, j'adore ça. Ben oui. Non, je l'aime pas, Ok. celle-là. Moi, je l'adore Ok. pas, moi. Ah non, mais c'est ça, je peux... OK. Ouais. Je peux pas choisir, je vais rerouler pour savoir sur la Oui, table. tu reroules pour avoir lequel C'est crit. quoi l'effet? C'est quoi l'effet? Il y en a un que j'espère vraiment pas que ça va être ça parce que vous l'entendez à ma voix, j'ai pas ma voix habituelle. Non, c'est Je suis, on enregistre le lendemain d'une soirée bien arrosée, dans mon cas, et voilà, voilà. Oui. Fait que je vais juste, avant de rouler, histoire de mettre un petit peu de suspense, de 1 à 5, à un moment donné, pendant l'épisode, tu vas parler en anglais à la Denis Villeneuve. Oh De yes. 6 à 10, tu parles en Yoda. Ouais, De c'est ça, là, 11 je à veux pas. 15, tu parles en Charles Tisser. Oui. Et de 16 à 20, tu fais un discours à la autiste sur le sujet en cours. Ouais, puis le discours à l'Otis, pour ceux qui savent pas, c'est quoi, OK? Otis, un personnage dans le film le film live action de Astérix, Mission Cléopâtre. Exact. Ouais. Otis fait un speech, en fait, il fait une phrase d'environ 1 minute. Puis c'est complètement improvisé. Ouais, c'est complètement improvisé et c'est une phrase, OK? Une phrase. Donc, le défi, si jamais c'est ça la conséquence, c'est que je dois faire une phrase d'1 minute à la Otis. C'est ça. Ce qui est complètement débile. OK, je vais rouler, Étienne. Oui. C'est parti. 7. Tu vas parler en Yoda. Non. Non. Tu t'es tellement Non. jinxé en disant que c'était pas ça que tu voulais. Non. Non, c'est vraiment pas ça que je voulais. Je voulais rien de ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Baptiste? Oh non. Étienne me dit « OK, essaye de rerouler au pire, je tombe sur un 20. » Étienne me dit ensuite « Je veux surtout pas parler en Yoda. » Ça tombe sur parler en Yoda. Hey, je voudrais surtout pas gagner soudainement $1 million. Ça serait terrible. Bon, d'accord. C'est OK, malade. donc là, juste pour clarifier, parce qu'on l'a jamais Ouais. fait, je choisis le moment. Oui, on va dire que tu Et- choisis le moment. Je vais... Ouais, tout à fait. OK, mais attendez-vous à ce que ma gorge tient pas le coup, ça va être... OK.
C'est parfait. OK. Ah, j'aime ça. J'ai une idée de quand je vais le placer. J'adore ça. D'accord. J'adore ça. J'adore ça. J'ai assez hâte que ce soit moi qui roule un 20 ou toi qui roule un 1 maintenant. All right. OK. Donc, tu as l'initiative. Vas-y, Baptiste. Ouais. C'est toi qui Depuis anime. la dernière fois qu'on s'est parlé, Ouais. mon cher Étienne, Ouais. vu qu'on en avait parlé dans l'épisode précédent qui était l'épisode sur Spielberg, nos préférés de Spielberg, j'ai regardé finalement Il faut sauver le soldat Ryan. Je sais pas, j'avais un petit goût là, d'un seul coup de réécouter ce classique-là. Ben ouais, c'est ça. Fait que je me suis retapé ça. Ouais, c'était... Est-ce que c'est une deuxième écoute ou c'est comme une cinquième écoute? Ah non, c'est genre une 10e écoute là. OK. Oh ouais. Est-ce que ça devient meilleur avec les écoutes ou... Ben là, c'est parce que cette 10e écoute-là, la 9e écoute, c'était il y a déjà quelques années. Puis avant, Ouais. je le regardais plus régulièrement, genre aux années, mettons. Là. Ouais, d'accord. Fait que là, on dirait que j'ai comme plus le bac de c'était-tu mieux? Je suis-tu en train de me tanner? T'sais, j'avais comme pas ça. J'étais comme juste content de redécouvrir des petits détails que j'avais oubliés. Là. Dernière fois, dans le dernier épisode, tu avais parlé qu'une de tes scènes préférées, c'était le débarquement, puis il y avait le last stand contre le tank à tirer le gun. Vraiment. Est-ce que ça a changé ou est-ce Non, que quelque c'est chose... toujours la même chose. Oh, Toujours yes. pareil. Yes. Mais c'est drôle, j'avais oublié à quel point la gang qui va sauver le soldat Ryan, ils haïssent le soldat Ryan. Ben oui. J'avais tellement oublié ce détail-là. Ils le détestent tellement tous. Tu sais, Baptiste, faut que t'ailles sauver Matt Damon à l'autre bout du monde, sur Mars, Puis, sur une planète par rapport, dans puis Interstellar. attends, puis quand t'arrives pour le sauver, il te dit « Fuck you, je reste. » Oui, toujours. Quel connard. Ah, c'est drôle. Puis toi, Étienne? Excellent. Ben, moi, de mon côté, je vais commencer par du cinéma aussi, parce que je pense que c'est ce qu'on aime le plus dans le podcast. Je suis allé au IMAX voir le Gladiateur 2. Oh, puis? Ben, c'est un peu du réchauffé, là, on s'entend? Ouais. Donc, joke de papa, ça y est, j'aurais appelé ça Radiateur 2. Mais, mais non, mais sans blague, c'est du très bon divertissement. OK. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Bon, il y a un truc, c'est pas dans mes notes, mais je viens de me rappeler. Dans les bandes annonces avant le film, il y a eu une bande-annonce. On s'entend, je suis allé dans post-Halloween, pré-Noël, donc il y a des pubs de Noël. Puis là, il y a des pubs de Coca-Cola et il y a des pubs de Coca-Cola de Noël. Et il y a une pub de Coca-Cola de Noël qui passe officielle au cinéma et qui est générée par AI. Ah ouais, hein? Et ça paraît. Ça paraît. Et Ben oui, c'est c'est terrible. sûr. C'est terrible. C'est fou. C'est que vous avez le budget de Coca-Cola. Hey! Payer des Vous êtes artistes, capable de s'il vous plaît. payer des artistes, Ben oui, on s'entend-tu? Ben oui. Ben oui, ça va donner un bien meilleur résultat. Surtout qu'en plus, l'AI est rendue... Pour l'instant, elle est pas assez bonne pour qu'on ne sache plus le déceler, nous, les humains, que c'est de l'AI qui l'a fait. Fait que quand tu le vois, t'es comme... Ah... C'est pas vrai qu'ils ont fait ça. Ouais, c'était un peu décevant. Mais Gladiateur... C'était fait par AI. C'est non. Ridley I. Scott. Non, mais c'était excellent. Ok, c'était excellent en termes de divertissement. Attendez-vous pas au premier en termes de... Tu sais, le premier a gagné des Oscars. Je veux dire, bon, lui en gagnera pas. Puis attardez-vous pas aux motivations des personnages. C'est très... L'auteur avait besoin que tel personnage change de personnalité soudainement. Bon, ben, je vais l'écrire, puis ça va être ça qui va se passer. OK, je comprends. Mais il y a des scènes vraiment cool là-dedans. D'ailleurs, l'intro, tu sais, le débarquement de l'intro, parce que moi aussi, mon film, il y a un débarquement, mais c'est un débarquement... c'est une ville portuaire de la côte nord-africaine. Je me rappelle plus c'est quelle ville, mais les Romains arrivent en navire, mais la ville est fortifiée. T'as le mur et t'as l'eau. C'est comme, il y a pas de plage. Donc, tu débarques collé sur un mur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tes tours de siège doivent être montés sur tes bateaux.
Et ça donne une scène de débarquement exceptionnelle. C'est tellement cool. C'est du bonbon à voir. Tu sais, il y a des gens que je connais qui trippent sur l'Empire romain puis les tactiques militaires, des trucs comme ça. Je suis allé leur dire, faut que tu ailles voir ce film-là. Là. C'est complètement débile. Ouais, c'est cool. Et il y a un truc qui m'a fait bien rire. Baptiste, quand tu vas voir le film, il y a une scène genre, soit ça a été tourné pendant un tremblement de terre, parce que la caméra shake. Ouais, exact. Soit c'est Michael J. Fox qui tenait la caméra, soit le réalisateur est allé voir le caméraman, m'a dit là, je sais que c'est une scène très solennelle, puis qui devrait être très émotive, mais je veux que tu brasses la caméra. Comme un pot de peinture à la quincaillerie, OK? Puis le caméraman a fait comme, oh, je vais pas te décevoir. C'était terrible. mais ouais, tu remarqueras, tu vas le savoir. Tu vas le savoir quand tu vas le voir. C'est bon. Ouais. C'est bon. De ton côté, quoi d'autre? J'ai regardé la série Senna sur Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ouais. The Norse, qui était un fan numéro 1 de Ayrton Senna, d'ailleurs. Ouais. Je le savais. Je connaissais déjà un peu, évidemment, l'histoire, mais c'est le fun parce que là, tu en découvres vraiment plus sur sa vie, qui a démarré en go-kart au Brésil. Après ça, il a fait de la Formule Ford au Royaume-Uni. Parce que c'était un sport très européen à la base, hein, la F1 quand même. Là, c'est pas... ça, ils en parlent beaucoup là, du fait que les gens d'Amérique du Sud se font souvent dire que les pilotes sont très agressifs, mais ils disent en même temps, si jamais on réussit pas, ben on se fait renvoyer chez nous. Fait que faut qu'on soit agressif. Ouais. C'est un peu... c'est ça, puis c'est cool, là, tu sais, t'en apprends plus sur sa vie, sur qui il était, sur comment est-ce qu'il avait l'air de penser, puis sur sa rivalité très fameuse avec le grand Alain Prost, ou le petit Alain Prost aux cheveux bouclés, devrais-je dire. Fait que c'est ça, mais c'est super. Puis j'en ai appris plus aussi autour du fameux crash, en fait, qui l'a tué au circuit d'Imola. Ce que je savais pas, c'est que la FIA avait l'an précédent, je crois, autorisé les voitures à avoir de l'assistance électrique. Puis cette année-là, ils avaient décidé d'annuler, de revenir sur leur décision, puis d'empêcher les voitures d'avoir de l'assistance électrique, sauf que toutes les voitures avaient été construites pour avoir de l'assistance électrique. Puis là, il fallait qu'ils le retirent à la dernière minute. Et puis il y a eu beaucoup dans cette saison-là, il y a eu énormément de crashs. Puis là, il laisse sous-entendre que ce serait probablement dû à cette décision de la FIA qui était de dire, hey, toutes vos voitures que vous aviez bâties autour de l'assistance, maintenant on vous retire l'assistance, débrouillez-vous. Fait que, tu sais, c'était... c'est ça. OK. Fait que, c'est ça. Mais c'était super intéressant. Les acteurs étaient très bons. Puis ils mixent Quand tu vois des scènes de course, ils font un mix avec des vraies images des courses aussi de Ayrton Senna. Là. C'est pas juste de la reconstitution. Fait que non, c'était bien cool. J'ai vraiment aimé ça. Puis, est-ce que c'est sur Netflix? Est-ce que c'est sur... Netflix. Netflix? D'accord. Ouais. Netflix, d'accord. Netflix. Et toi, Étienne? Moi, j'ai envie de partir un nouveau segment qu'on va garder à chaque épisode, c'est-à-dire, je vais l'appeler « Fan de Nintendo découvre l'univers de PlayStation ». Ah oui, c'est vrai, hein? C'est vrai, j'avais oublié. Parce que c'est ça, j'ai ma PlayStation maintenant. Dernier épisode, j'avais mentionné Elden Ring. Ouais. Maintenant, j'ai essayé Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Je sais que tu as joué. OK, qu'est-ce que j'en pense? J'ai aimé le jeu. J'ai plein de positifs à dire. Je l'ai fini. Mais je l'ai pas complété. Ah ouais. Je sais pas comment expliquer autrement. Là. Je comprends. Mais tu sais, l'histoire est super intéressante. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que le designer du jeu là, visuel, là, il a vu le casque métallique de Jamiroquai. Le casque à plume en métal de Jamiroquai, puis il s'est dit Horizon Zero Dawn, je veux que tous les Karga aient un casque comme ça. J'avais l'impression de croiser des Jamiroquai partout. Exactement. Ça m'a bien fait rire, mais c'est tellement beau. C'est tellement vraiment beau. Le jeu est bien. Il est stunning. Ouais, les combats contre les animaux, c'est super. J'aime le style furtivité. C'est un jeu qui est vraiment bien fait pour avoir une manette dans la main.
C'est Oui. très bien fait pour ça. Sur la PlayStation 5, moi, j'avais la version remastered. Ça tire avantage de la manette avec les triggers à résistance variable. Ouais. Puis quand tu tires ton arc, faut vraiment que tu forces des doigts. Tu craignes plus, ouais. Oui, c'est vraiment cool. J'ai quand même quelques critiques sur le jeu parce qu'il y a quelqu'un qui, malheureusement, m'avait dit c'est la réplique ou la compétition directe à Zelda de PlayStation. Ah, c'est là. Ah ouais, hein? OK. Ben, je m'attendais à un open world style Zelda ou style C'est drôle, Elden mais moi, Ring. je t'aurais jamais dit ça. Mais c'est ça, je pense que c'était une erreur de m'avoir dit ça. Je l'ai compris rapidement. J'ai pas fait beaucoup de Zelda, mais je comprends la vibe Zelda pour dire que Horizon, c'est pas pantoute un Zelda. Non, mais c'est parce que tu vois, Breath of the Wild, d'ailleurs, il va falloir que tu joues à un moment donné. C'est très basé sur l'exploration, alors que Horizon, j'avais plus l'impression de jouer à un Assassin's Creed dans un futur post-apocalyptique. Il y a un open world, il y a plein de zones à explorer qui sont le fun, mais c'est quand même dirigé. Tu as des marqueurs à suivre. C'est très trop dirigé, tant qu'à moi. C'est là que j'ai trouvé ça plus difficile. Puis je sais également que sur ma liste, j'ai Ghost of Tsushima. Puis j'ai entendu dire qu'il y a des similarités, des simili-poulets entre les deux jeux, dans le sens où il y a les side quests, mais les side quests ont aucune importance. Oui, mais je te dirais, je pense que tu vas peut-être être, si t'aimes ça, pas avoir trop de UI pendant ton exploration là, qui entoure ta fenêtre pour te dire où aller, quoi faire, etc. Okay. Je pense que Ghost of Tsushima est meilleur là-dessus. OK, dans ce cas-là, je suis content. Mais moi, là, l'histoire de Horizon, cool. je la trouve capotée. Là. Pour ceux qui n'ont jamais joué Horizon faut pas vous voler le punch. Non, mais le punch, non, mais c'est vraiment très évident depuis le début que ça se passe sur Terre. Ah oui, c'est évident. Déjà. Ouais. Puis ça se passe dans un avenir, un avenir post-apocalyptique, justement. Ouais. Non, c'est vraiment cool. L'histoire c'était le gros point fort, je te dirais. Tout à fait. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai adoré ça. Très cool. J'avais une question pour toi. Oui. Est-ce que Forbidden West est autant style Assassin's Creed dans sa carte, dans ses quests, où ils sont allés un petit peu plus exploration, un petit peu plus liberté? Je pense que le open world est peut-être un peu plus grand, t'as peut-être plus de liberté. Ouais. Mais il y a encore une histoire avec des quests qui sont très dirigés, je pense. OK. C'est mon feeling. Je trouve que en fait, le 2, c'est une très bonne continuité du premier. OK. Puis je vais attendre qu'il tombe en rabais dans ce cas-là. Ça emmène l'histoire plus loin, puis c'est intéressant, mais si t'as quelques réserves par rapport à ton expérience du premier, ben c'est sûr que le 2, tu risques de revivre un petit peu les mêmes... Mais tu sais, il y a des trucs de plus qui sont vraiment wow dans le 2, là, mais bref, je t'en dirai pas plus, là. Ouais, OK. J'ai aussi été un petit peu déçu des boss fights. J'aimais bien la mécanique de comment battre certains animaux en métal. Qu'il faut être stratégique, faut frapper des points faibles, etc. Mais le boss de la fin, je veux dire, j'ai fait le même mouvement constamment. Dans le 2, j'ai plus rushé avec les beasts puis les boss. Il y a plus de... Fait que tu combines plus de tactiques, là. Fait être un petit peu plus bright dans tes affaires. Puis le boss final, j'ai plus rushé au deuxième qu'au premier. Vraiment. D'accord. Mais là, au deuxième, c'est plus juste des beasts métalliques puis des tribes. Il y a d'autres affaires. OK. Il y a d'autres parties prenantes. Good. Mais puis c'est ça, puis tu sais, Zelda Breath of the Wild, c'était beaucoup fait critiquer pour sa faible variance entre les ennemis, dans le fond. C'est toujours les mêmes monstres que tu combats, puis c'est pas une critique que j'avais vue. Je sais pas si elle est répandue pour Horizon, mais Horizon en a encore moins, puis j'étais surpris de voir ça. T'sais, en fait, c'est ça. Le problème, j'ai comparé deux jeux qui ne devraient pas être comparés. Tant non, c'est ça, mais en effet. Voilà. OK. Intéressant. Est-ce que je peux avoir une minute supplémentaire pour avoir ton opinion sur quelque chose? Tu sais, on s'entend que j'arrive de Nintendo. Nintendo, le réalisme des graphiques, c'est pas nécessairement leur force. Là, je me ramasse dans un monde où les graphismes sont tellement réalistes que faut
faut comme des indices visuels à certains endroits pour te dire hey, ton personnage a le droit de grimper là ou a pas le droit de grimper là. Et moi, ça me dérange un peu parce que tu sais, moi, d'abord, je m'attendais à pouvoir grimper n'importe où. Ben oui. Parce que si mon personnage peut grimper à un endroit où les rebords ont telle couleur, mais pourquoi il serait pas capable de grimper à tel autre endroit? Puis ça me dérange un petit peu. Ouais, ça me comprends. dérange. Puis il y a même un endroit où je suis resté coincé pendant 20 minutes. Juste parce que je savais plus comment sortir d'un trou. C'est débile, mais c'est ça. Ouais. Ton opinion ouais. là-dessus, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est que moi, je te dirais, j'ai pogné une écœurantite des open world aussi, là. Les mondes qui cherchent à toujours te permettre d'en faire plus, mais que tu te retrouves à avoir des filler quests par-dessus filler quests par-dessus filler quests, puis le monde, il est pas plus rempli au final, il est plus vide. Exact. Fait que là, ils mettent plus d'efforts sur plein de choses qui ont pas rapport avec l'histoire principale. Fait que à la limite, je te dirais, je préfère me faire prendre par la main comme ça que des open world trop grands mais trop vides. Tu sais, c'est vraiment... Là, j'ai eu vraiment ma... Ouais, c'est ça, là. Je suis un peu tanné des gros... Assassin's Creed ont vraiment poussé le piton loin là-dessus, là. Ouais. C'est eux qui m'ont écœuré, en fait, des trop gros open world, je pense. Ouais. OK. Ouais. Good. Pour conclure... Je t'avertis, si t'aimes pas ça, God of War, tu vas pas aimer ça non plus. Hey, non, mais... Non. Parce que, mais je parle pour grimper. Mais tu vois, ça me dérange moins parce que je viens de commencer. Je vais m'en tenir à ça parce que je veux le garder pour le prochain épisode. Ouais. Mais ça me dérange moins parce que je sais que je suis coincé. Je sais que c'est pas un open world. Je sais que je dois suivre des tunnels. OK, ouais. Donc là, ça me dérange pas. Mais si on me dit, tu peux aller partout, mais je restreins les endroits où tu peux grimper, puis visuellement, des fois, les indices sont gros comme le bras. Des fois, faut que tu cherches. Là, ça me dérange un peu. Mais bref. Ouais, je comprends. Voilà. OK. Quoi d'autre, Baptiste? C'est tout. As-tu regardé Arcane? Ah oui, j'ai vu Arcane. Mais je suis un... Je suis un petit peu déçu par la fin. Ah, pour vrai? J'aurais pris... OK, je vais te dire pourquoi je suis déçu. Vas-y, Baptiste. Ça paraît que ils avaient trop de choses à dire pour juste 2 saisons. Ouais. Ils avaient trop de choses à dire en juste 2 saisons. Je trouve que entre le début de la 2 puis la fin de la 2, ça aurait pris au moins une saison de plus. OK, dans ce cas-là, est-ce que ta théorie, c'est qu'ils avaient besoin de 3 saisons, mais ils s'en sont fait que payer 2? Il y avait ça, mais je pense que le 2 saisons, il était défini depuis le début quand même assez tôt, là. Ils avaient déjà... En fait, au début, je pense qu'ils s'étaient même fait mandater Fortiche Studio pour en faire juste une seule saison. Ils n'étaient pas censés en faire plus que ça. Mais là, ils se sont dit, on n'a pas le choix d'avoir plus d'épisodes puis plus de capacité à raconter l'histoire. Mais je pense que pour ce qu'ils avaient à raconter, avec le nombre de stories en parallèle, puis là, il y en a qui partent loin dans l'aspect métaphysique, puis dans l'aspect, tu sais. Fait que là, c'est comme, j'aurais pris une troisième. J'aurais pris une troisième pour étirer un peu plus puis laisser le temps aux gens de faire... Parce que je te dirais, la 2, je l'ai adorée jusqu'aux 2 tiers après ça. Puis là, j'étais comme... Ah, ça va trop vite. Ah non, ça va trop vite. Mais ça va vite. Mais je pense j'aurais pris une de plus, mettons, à la limite qui parle... Je sais pas pourquoi, mais j'aurais pris une de plus qui parle juste de Victor, puis de Jace, puis de... je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? J'aurais pris le focus sur eux deux, mais dans une seule saison au complet, mettons. Je sais pas. Dans ce cas-là, regarde, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères une série qui se termine, comme Arcane par exemple, et que tu aurais pris une saison de plus, ou tu préfères une série qui se termine et que tu aurais pris une saison de moins? Ah ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire... How I Met Your Mother, j'aurais pris une saison de moins peut-être. Mais j'en aurais pris 4. Mais ça m'a quand même marqué, puis j'ai quand même adoré ça, puis ça fait partie de mes références que je chéris beaucoup pareil. Absolument, je suis d'accord. Te dire que je préfère l'un ou l'autre, je sais pas. Dans Game of Thrones, c'était évident. Mais tu sais, pense à toutes ces séries-là qu'on a adorées, mais qui se sont essoufflées. Ouais, mais tu vois, c'est ça, c'est que je pense que au début, ce que j'aimais beaucoup,
Mais premièrement, je trouve que la première saison est une petite coche meilleure que la deuxième. Ça, c'est mon point de vue. OK. Dans Arcane. OK. Mais j'avais je pense d'un côté, j'avais l'excitation de l'ancien joueur de League of Legends qui reconnaissait plein de personnages. Ah, c'est drôle, ça. Oui. Ouais. Puis, je l'ai vécu encore cet aspect-là dans la deuxième parce qu'il y a des personnages qui se sont rajoutés, mais il y en avait beaucoup que je connaissais déjà. Puis là, j'essaie de comprendre la game de... Tu sais, la menace a vite changé de camp. Au début, c'était le Shimmer dans la Lower City. Ouais. Puis d'un seul coup, genre, je sais pas, un tiers de la saison 2, c'était comme... Non, c'est plus ça la menace. Tu sais, c'est vraiment... D'un seul coup, c'est retiré. Puis là, j'étais comme... j'aurais voulu que ça aille une coche plus loin, ça, tu sais. Mais bref, mais j'adore l'histoire de... Les visuels sont malades. J'adore l'histoire de Jinx, puis de Vi. Incroyable. Puis de Vander qui devient quelque chose. Puis j'adore l'histoire de Jace, puis de Victor. Ouais. Que je trouve... Mais c'est pour ça, je voyais ce qui se passait, puis je me disais, mais ils auraient pu faire une saison juste sur... tout ce qui se passe entre ces deux gars-là qui sont des amis depuis toujours, tu sais. Ouais. C'était fort, mais là. Tu sais, c'était vraiment il va y avoir d'autres séries dans cet univers-là. Ouais, c'est ça, mais ça sera terminé. Ça sera plus exactement cette série-là non plus, là. Mais non, c'est ça, mais ce serait peut-être plus non plus cette formule-là. Ouais. Mais il y a des personnages qui vont peut-être revenir. C'est pas encore... c'est pas encore annoncé. C'est peut-être déjà défini, mais bon. Moi, je sais pas si quelqu'un connaît quelqu'un qui travaille chez Fortiche. Fortiche, qui est le studio d'animation, là. Mais j'aimerais déclarer mon bravo à Fortiche. Ah oui. Parce Ils sont que, vraiment bons. tu sais, c'est rare une série d'animation que, de un, aucun motion capture et que l'acting visuel, l'acting subtil dans le visage est aussi bon. Des fois même, je regardais la série, puis je me dis, il y a peu d'acteurs qui auraient exprimé une émotion aussi subtile avec autant de précision que, pour vrai, c'est magnifique. Tous les visuels ont l'air d'un concept art. C'est comme regarder une animation de concept art. C'est magique. La musique c'est toute la musique originale. C'est des artistes peu connus et parfois des artistes très connus. Comme la saison 1, il y avait Sting qui faisait une des chansons. Ma préférée de la saison 1. Ouais. Non, j'ai vraiment aimé ça. Mon cher Baptiste. Alors, je me suis fait une réflexion. Ça va être sûr avec mon lendemain veille. Réflexion, je me suis faite. Yes. Bande annonce, j'ai regardé. The Amateur, ça s'appelle l'amateur. Les acteurs, Rami Malek et Laurence Fishburne sont... Souvenez-vous, plaît-il? Rami Malek dans le film sur Queen et la matrice Laurence Fishburne dans le Être. Bref. Torture, ceci être pour moi. Allons-y. Je me suis fait une réflexion, je me suis faite. Laurence Fishburne joue dans La Matrice et dans L'Amateur. Voilà. Je m'excuse. Je prends juste cette piece-là, puis je la garde dans ma tête. J'aurais dû enregistrer mon écran à ce moment-là. Je l'ai pas fait. C'était ben trop parfait. Regarde, tu vas avoir l'enregistrement audio. Au début, je me suis dit que ta voix, elle faisait juste dérailler. J'avais pas compris que t'étais parti en mode Yoda. Mais normalement, j'aurais vraiment plus exagéré les... mais c'est parfait, c'est parfait. Le principal, c'est que tu l'as assumé, c'est parfait. Moi, j'adore. Ouais. Mais ouais, Laurence Fishburne joue dans L'Amateur et La Matrice. Je trouve ça génial. Okay. Je trouve ça génial. C'est parfait. Voilà.
Très cool. C'est l'idée que je voulais véhiculer. Belle petite idée. Ben là, je sais pas comment t'as pris quelle tournure, mais moi, c'était vraiment les jeux qui ont façonné, mettons, ma jeunesse, là. J'inclus dans ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence, puis qu'est-ce qui m'a donné le goût d'être un joueur de board game avide de plus de board game, toujours plus de board game. Fait que c'est pas, je te dirais, ce que j'ai genre fait une espèce de liste de jeux que je jouais quand j'étais jeune qui m'ont marqué. Puis je pense que c'était vraiment pas des jeux qui étaient très élaborés des fois par rapport à ce qu'on est capable de trouver aujourd'hui. Mais ça m'a tellement donné des piqûres là, de certains aspects des jeux que j'adorais. Fait que là, attends, vas-y. Je sais que tu as l'initiative, mais je veux poser la question, est-ce que tu veux qu'on mentionne les choix de nos astronautes? Parce que, je veux dire, le Discord a répondu. Là. Oui, c'est vrai, le Discord a répondu. Donc, est-ce qu'on commence par Discord ou est-ce qu'on finit par Discord? Commençons par Discord. Est-ce que tu me fais passer en dernier parce que t'as roulé un 20 puis... Non, passons ceux des gens, de nos chers Discordiens. Alors, en premier, notre cher Goof, Jour de paye, Monopoly. Ouais, classique. Monopoly, Jour de paye. Clue, évidemment. Ouais. Atmosphere. Ça, est-ce que tu connais? Non. OK, je vais t'expliquer, Baptiste, parce que ça vaut la peine. Atmosphere était un jeu dont, dans les consignes, tu devais jouer dans le noir. Nice. Avec peu de lumière. Et la lumière à laquelle tu avais le droit, c'était la lumière générée par ton téléviseur. OK? Parce que le jeu venait avec une cassette VHS que tu jouais. Dans le fond, la partie durait 1 heure, si je me rappelle bien. Puis, une fois de temps en temps, il n'y avait rien à l'image jusqu'à ce que soudainement, il y ait quelque chose. Puis, il y a quelqu'un qui te donnait des consignes. Puis, là, ça changeait le jeu. Puis là, tu continuais. Puis, bref, j'ai des souvenirs que très vagues. Peut-être que Goof, tu nous entends. Puis, tu fais comme, c'est pas exactement ça. Mais dans ma tête de petit gars de 9 ans qui a joué, c'était ça. Puis, je me rappelle que c'était le truc qu'à mon âge, ça faisait peur. Ça faisait peur. Moi, en tout cas, moi, j'avais la chienne. mais c'était vraiment cool. Le concept était vraiment cool. Par contre, si tu jouais une partie, c'était toujours la même cassette après. Il n'y avait pas de randomizer dedans. Donc, c'était toujours la même chose. Mais quand même, c'était vraiment un concept intéressant puis original. Tu sais, Monopoly, t'as tes dés, t'as tes billets. All good. Atmosphere, sort la télé. On se met dans le noir. C'est parti. C'est cool quand même. Très cool. Merci, Goof. Il y avait aussi, il nommait aussi Risk, évidemment. Mais Risk. Planète Hollywood et les POG, si ça compte. Oui, ça compte. Mais les POG, Board, je sais pas, mais Game, oui, définitivement. Ouais. Les POG, j'ai tellement eu de fun avec ça. On a notre cher Potomax qui parlait de Stratego. Yes. Stratego. Ouais. Son père qui avait inventé un jeu de société, tu te promenais sur le board et il fallait faire des petites épreuves pour gagner des sous. C'est malade. Puis le cranium, c'est vrai que quand c'est sorti, c'était une sacrée référence. Oui, il y a eu une folie cranium. Ouais. Puis on a The North aussi qui parlait de champ d'honneur. OK, ça faut que j'en parle. Ouais, OK, vas-y. Je suis convaincu que tu connais pas. Non, je ne connais pas. Parce que ça a été créé par, je pense, 3 Québécois. OK. C'est un jeu, si tu vas sur Board Game Geek, tu vas voir que le niveau de complexité est au maximum. Genre, je me rappelle plus si c'est sur 5 ou sur 10, mais c'est 5.0 sur 5. Tu peux pas avoir plus complexe. C'est un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale. OK. Et une partie peut durer des semaines. Puis c'est même pas des blagues, là. C'est même pas des blagues. La planche de jeu est immense. J'ai aucune table chez moi qui est assez grande pour pouvoir jouer à ça. Les pièces, c'est des petits jetons en carton rond de peut-être 1,5 cm de diamètre. Puis, c'est long comme pas possible. C'est compliqué, mais compliqué. Puis c'est super compliqué avec les règles simples. Mais tu peux avoir des règles plus complexes où tu as la gestion du pétrole puis des trucs comme ça. Mais c'est vraiment,
une simulation de la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais, hein? Et c'était à la fois passionnant et frustrant. Mm-hmm. Parce que des fois, tu te ramassais avec... Tu sais, tu commençais avec la France. Disons que tu joues la France, tu sais que tu vas te faire ramasser pendant la première semaine de jeu. Oui, c'est ça. Ouais. L'Italie, tu sais que tu pourras jamais être bon. Ça va être impossible. Bref, si t'es les Américains, tente pas en guerre avant 2 ans. Puis 2 ans dans le jeu, c'est vraiment long. Donc, tu sais, il y a des trucs comme ça qui rendaient le jeu compliqué. Mais pour vrai, chapeau aux créateurs de ce jeu-là. Si jamais vous nous entendez d'une façon quelconque, déjà de un, faites-nous signe. OK? Parce que vous savez pas à quel point The North, entre autres, et toute sa gang d'amis du secondaire de laquelle j'avais été un peu mis à l'écart parce qu'une fois, j'avais été invité et j'avais éternué sur le board et toutes les pièces ont volé dans tous les sens. Puis, écoute, je me rappelle encore la honte. Mais non, pour vrai, des fans finis de ce jeu-là, vous en avez, sachez-le. Sachez-le. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est bien. Tu fais beaucoup de dédicaces à beaucoup de créateurs dans cet épisode. Si vous nous entendez. Puis on a aussi Tanteli qui a parlé de Milborn. Oui. Évidemment. C'était aussi un jeu de voyage, je crois, pour ma part, qu'on emmenait. Tu sais, on fait des bornes, fait qu'on va emmener le Milborn. Quelle bonne idée. C'est ça, dans ce sens-là. Yes. Ouais. Et quoi d'autre? Il y avait mentionné Tanteli, c'était juste Milborn? Il y avait aussi Monopoly. Monopoly, bien sûr. Excusez, j'ai pas répété le jeu qui avait déjà été mentionné. C'est bon. Mais merci. Oui. Merci aux astronautes. Merci la gang de nourrir cet épisode avec toutes vos belles idées. J'ai hâte de t'entendre, Baptiste. Fait que j'ai fait comme 3 catégories, 2 jeux par catégorie. Je vais y aller avec ma première catégorie. On verra. J'ai fait des petites catégories. Je me sens comme la personne qui arrive en t-shirt et en short à une soirée où tout le monde est en tox. C'est correct. OK, c'est bon. Étienne, c'est correct. Puis je suis le lendemain de veille en plus. Go with the flow. La première catégorie s'appelle les jeux de hasard stratégie. OK. Les jeux de hasard / stratégie. OK. Tu sais, c'est ces jeux où tout le monde a déjà dit une fois: t'as beau avoir la meilleure stratégie, si le hasard est pas de ton côté. C'est ça. Voilà. Ces jeux-là. J'aime que la phrase s'arrête là. Oui, c'est ça. Mais bon. Après ça, tu peux compléter comme tu veux. Ouais, c'est bon, j'aime ça. J'imagine que tu as le premier jeu le premier jeu que je vais nommer, c'est Les Petits Chevaux. C'est quoi ça? Tu connais pas les petits jeux? Oh là les là petits là chevaux? là 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 là. Oh là 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 là. Bah du coup, Baptiste, tu vois. Oh là 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 là. D'abord, je suis pas né en France. Non, vas-y. T'avais une piste de course, qui était comme dessinée en une forme de croix. Puis dans les espaces vides entre les barres des croix, il y avait comme les écuries de 4 écuries de chevaux. Par écurie, je crois que tu avais 4 ou 6 chevaux. Ça, je m'en rappelle plus exactement. Pour sortir un cheval de ton écurie, il fallait que tu roules un 6. Ah, mais c'est le Parchésie. Tu connais pas le Parchésie? Pardon? Nous, c'était une version religieuse. Il fallait que tu finisses au ciel. Oui, OK, ben c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose parce que tu pouvais... premièrement, il fallait que tu mettes un 6 pour sortir sur le board. Après ça, il fallait que tu fasses un tour complet. Puis que tu remontes. Puis dès que tu revenais, il fallait que tu montes 1, 2, 3, en roulant 4. Exactement le 1, 2, 3, 4, etc. Sauf que tant que tu n'étais pas rentré là, tu pouvais te faire... Puis on se disait littéralement... Manger. Tu tombes, je t'ai bouffé. En tout cas, nous en France, c'était plus bouffé. Fait que là, j'imagine des chevaux qui se font manger sur l'hippodrome, c'est pas beau. Bref, c'est pour ça que tu veux plus jamais voir des chevaux en vraie vie. OK, c'est intéressant. On apprend des choses. Je prends des notes. Mais il y avait quelque chose quand même de... Premièrement, tu te dépêchais de faire rentrer tes chevaux dans la dernière piste parce que là, ils étaient protégés, ils pouvaient plus se faire manger. Puis malgré le hasard, tu pouvais faire quelques choix stratégiques. Sur un 6, ou sur les autres chiffres, une fois que les chevaux étaient, par exemple... sur un 6, dans le fond, il fallait que tu décides, est-ce que je fais sortir un cheval? Ou est-ce que je fais avancer un autre cheval?
Puis sur les autres chiffres, si t'avais un cheval qui était par exemple au 1 puis qui avait besoin du 2, puis que t'avais un autre cheval qui était en course en ce moment, puis que là, à 2 devant lui, il y a comme un autre cheval qui pourrait bouffer, il faut que tu fasses un choix de c'est quoi qui est le plus pertinent pour moi dans ma game en ce moment. Ouais. Ça, j'aimais quand même ça. C'était comme un petit truc pour mettre la table. OK. Le deuxième jeu que je suis sûr que tu connais pas, c'est le nain jaune. Hein? Le nain J'aime ça que je sorte des board games que Étienne ne connaît pas partout. Mais attends, je vais lui expliquer, puis il va me dire « Ah, c'est l'Autokemi! Oui, exactement. C'est ça. Mais toi, ça va être avec des pièces très françaises. Oui, alors, tu prends le camembert, tu vois, puis là, tu... Non, vas-y. Je l'ai appris sur les genoux de ma grand-mère maternelle, ce jeu-là. OK. Elle fumait des gros cigares à côté de moi. C'était un jeu de cartes. Attends, l'image mentale que tu viens de créer, Baptiste. Oui, je sais. OK, non, mais... Ma grand-mère fumait des cigares, oui. Puis elle m'apprenait à jouer au nain jaune. C'est un jeu de cartes avec un board. Tu poses des cartes, puis tu ramasses des jetons. OK. Fait que selon certaines cartes qui étaient sur le board présentes, tu pouvais ramasser certains jetons, puis la case au centre qui était représentée par le 7 de carreau, qui était le nain jaune, c'était là où il y avait le plus de jetons. Parce que des fois, il y avait un système où il fallait que les joueurs payent des jetons. Je sais plus comment ça se passait exactement, mais tu les mettais dans le nain jaune. C'est comme si le nain jaune, il volait de l'argent de temps en temps. Puis si tu tombais sur le 7 de carreau que tu arrivais à poser, tu récupérais la grosse mise en plein milieu. Bref, c'était un jeu où il fallait accumuler des jetons qui étaient une genre de monnaie. Puis à la fin, une fois que tu avais fini, tu comptais ton nombre de jetons versus les autres. Puis c'était celui qui en avait le plus qui gagnait. Et je viens d'apprendre, en faisant une recherche Wikipédia, que ce jeu était fucking vieux. OK. Je vais te le dire très rapidement dans la définition. Au départ, le nain jaune est le héros laid, jaloux et méchant d'un conte cruel de la baronne d'Aulnoy, publié en 1698. Le jeu apparaît en 1760 en Lorraine, sous le nom du jeu du nain ou du jeu du nain bébé. Et là s'ensuit une longue liste de noms que je ne nommerai pas. Puis ils disent finalement le jeu du nain jaune se répand dans l'Europe entière et devient populaire jusqu'à la Révolution française. Oh my God. Fait que c'est vraiment un vieux jeu. Je peux pas croire que ma grand-mère maternelle m'a comme appris à jouer ce jeu cigare. Qui date du 18e siècle. Alors, mon petit Baptiste, tu viens sur les genoux de mémé, là. Je vais te montrer un jaune, là. Du coup... Oh my God. Mais ce jeu-là, c'était un jeu de cartes classique dans ma famille, puis c'était un jeu de... T'essayes de bâtir ta stratégie en fonction des cartes que t'es capable de poser pour aller chercher une genre de récompense d'argent. C'était pas de l'argent, c'était des jetons, mais tu sais, il y avait cette espèce de stratégie-là, entre guillemets, d'être celui qui récupérait le plus de jetons. Bref. Ceci était ma première catégorie. Étienne, veux-tu en nommer? Après ça, je te jure, c'est plus des jeux que tu connais. Ça, c'était vraiment quand j'étais petit, là. J'étais très jeune quand je jouais à ces jeux-là. Ah, c'est drôle. Mais, je veux dire, là, je sais que ça va être un déjà vu parce que j'ai déjà dit ces phrases-là dans un autre épisode, mais je te parlerai bien des échecs. Parce que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai appris à jouer. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait faire un épisode à part pour ça. Fait que je répète la même phrase. On pourra, éventuellement, je pense qu'on n'aura pas le choix. Donc, on fera un épisode pendant lequel on fera avancer nos pièces en même temps qu'on fait l'épisode. On fait une partie d'échecs en même temps. Oh, quelle bonne idée. OK, on fait ça ça en prochain épisode. J'aime ça. Risque. Oui, qui est classique. Je l'ai aussi. Je vais en parler avec toi. Parfait. Risque, tout le monde connaît ce jeu-là. Tout le monde a déjà joué, tout le monde a déjà été frustré et tout le monde a déjà tripé à ce jeu-là. C'est un jeu que même, je veux dire, la meilleure représentation du jeu Risque, je sais pas si tu connais la série animée La Clique. En anglais, à l'original, c'est Undergrads. Il y a un épisode complet sur Risque et ils arrivent à dire les règles, je pense en dedans de 40 secondes. Toutes les règles du jeu. Ils expliquent le jeu au complet. Voici toutes les règles, 40 secondes. C'est magique. Risque.
voici des faits vécus. OK? D'ailleurs, The North peut témoigner Oui, du premier. J'en ai aussi des faits vécus. The North peut témoigner du premier fait vécu parce qu'il était là. Un de mes amis, pas The North, a déjà littéralement flippé le board. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais. Vraiment. Et c'était pas en blague, c'était pas parce que la partie était terminée Non. puis il s'est dit je fais. Non, Mais, non. C'était ok. juste de la frustration. Je vais te dire mon affaire à moi qui est une histoire. Moi, quand je jouais, au début, j'étais jeune, je jouais juste avec mon père. Puis quand t'es... À deux? Ouais. Quand t'es deux, c'est domination totale. T'as pas de mission. C'est juste, faut que t'écrases l'autre. C'est ta seule mission. Attends, c'est quoi cette version française-là de Risk? Là? Non, je te jure, c'était pas la version française, c'était la version mondiale. Je sais pas quoi dire. Non, mais est-ce que vous aviez des branches? Des branches? Des branches, oui. Pour mettre sur les bastringales? Est-ce qu'on parle du même jeu? Non, je te niaise, Baptiste. Mais non, mais c'est toujours la domination mondiale. De quoi tu parles? Non, c'est pas vrai, t'as des missions. Non, ça, t'as des missions. Ça, c'est Risk Reinvention. Non. Risk Reinvention, de quoi il parle, lui? Oui, sorti en 2008. Avec des flèches. Les tokens, c'est des flèches. Non, je te jure que... c'est la version française, d'abord. Du coup, on conquérera pas la planète, hein, les Britanniques l'ont déjà fait. Non, mais j'y jouais, écoute, j'y jouais genre, pour vrai, je devais y jouer, mettons, avant les années 2000, là. OK. J'y jouais avec mon père, fait que c'était un vieux jeu, tu sais, c'est pas, c'est ça. Mais, bref, domination totale, 1 contre 1. Ouais. Puis, à chaque fois, je me faisais ramasser par mon père. Il était ben trop bon pour moi, puis c'est drôle parce qu'on dirait qu'il laissait jamais vraiment gagner son fils, mais en même temps, peut-être que son fils était vraiment poche aussi. Fait que, je me suis rendu peut-être au moins 2 fois à pleurer. Oh my God. Genre, je vivais... Ouais. Puis, Risk, il y a un effet de plus t'es fort. Ouais. Tu sais, il y a vraiment aucune chance pour ceux qui sont en arrière, là. Tu sais, c'est comme... C'est difficile, là, parce que plus t'es fort, plus t'as des opportunités de rouler plus de dés pour attaquer plus, pour conquérir plus. Tu sais, c'est vraiment... C'est ça le jeu, un petit peu, là. Fait que, bref, vas-y, continue. Mais c'est ça mon expérience, moi. Ah, c'est drôle. Mais, parlant de papa, j'avais des amis. Je les ai encore. C'est pas ça. C'est encore mes amis. J'en ai avec Simon, d'ailleurs. J'ai plus d'amis. Je sais qui datent de l'époque de Risk. Parfois, mais j'ai joué avec eux et leur père. Puis, à un moment donné, tu sais, des fois, tu fais des alliances. T'as pas le choix. Mais parce que mais tu romps les alliances. C'est le jeu. C'est ça le concept. Il faut que tu conquières le board. C'est ça le seul objectif. Baptiste, en passant. Et ça se joue à 3 minimum. Baptiste, en passant. Non. Vous aviez une version allégée. Non, on avait la vraie version. Non. Oui, la version. Mon père avait le jeu original avec les pièces en bois. C'était des rectangles puis des carrés. Puis c'était... Non. Ah oui. Regarde. Non. On peut faire un pari là-dessus, Baptiste. J'aime ça. Si je te prouve que le risque, la version originale, c'est domination mondiale, pas de mission et compagnie, t'as un 1 automatique. Non, je refuse les termes de cette entente. T'as l'initiative, t'as le droit de refuser. All right. Mais oui, j'ai dû briser une alliance avec le père de mes amis. Et pour vrai, là, ça fait des années et des années et des années de ça. Là. Mais à chaque fois, je le revois. Il m'en parle. Et il me parle que de ça. Là. C'est le seul sujet. Là. Il parle de risque et de la fois où je l'ai trahi. C'est tellement drôle. Ça va tellement chercher les gens, ce jeu-là. Ah oui. Tu mets tout ton être là-dedans. C'est magique. Puis justement, je voulais parler de Risk Reinvention, la version 2008, parce que je trouvais ça intéressant qu'il y ait des missions. Il y avait aussi des villes et des capitales. Ça, on n'avait pas ça. Moi, je te dis, j'étais un entre-deux, genre, visiblement, de ton ancienne version puis de la nouvelle. The North avait une version vraiment cool qui s'appelait Castle Risk, ou Risk Castle, que c'était juste l'Europe.
Et ça se passait, honnêtement, je sais pas à quelle époque c'est supposé se passer, mais il y avait l'Empire ottoman. Mais c'était une version vraiment cool et je pense que celle-là se jouait à 2. Il faudrait qu'il me corrige si je me trompe. Je viens d'y penser. C'était vraiment cool, Castle Risk. Ouais. Puis là, est-ce qu'on parle de l'Océanie? C'est quoi ta stratégie, Baptiste? Ben, c'est juste de dire, l'Océanie, c'était le continent, premièrement, qui est le plus facile à défendre parce qu'il y a un seul point d'entrée dans ce continent-là. Et il y a juste 4 territoires à conquérir. Ouais. Fait qu'autant te dire que si t'as ne serait-ce que 1 ou 2 territoires en partant, moi, je me rappelle les regards qui se lançaient, les gens qui étaient sûrs qu'ils allaient s'attaquer dès le début à cet endroit-là, juste pour être sûr de conquérir l'Océanie, c'était l'endroit que tu voulais avoir dans toute la map. Mais non, Baptiste, sais-tu comment je gagne à chaque fois? Non? Je l'ignore, puis je prends l'Amérique du Sud. Oui. C'est tellement plus facile de sortir de l'Amérique du Sud. Amérique du Sud? Moi, j'irai une coche plus loin. L'Amérique du Nord. C'est probablement le meilleur rapport qualité-prix. Ben oui, je trouve. Mais rentre en Amérique du Nord par l'Amérique du Sud. Il y a juste 3 portes d'entrée. Exact. Puis ça vaut 5, alors que l'Europe te rapporte le même nombre de renforts, mais il y a tellement plus de portes d'entrée sur l'Europe. En tout cas, bref. Mais pour conclure la stratégie, moi, je trouve que de rentrer par l'Amérique du Sud est beaucoup plus simple parce que tu as toutes tes troupes au même endroit. Tu as juste à défendre le Brésil ou tu te gâtes puis tu prends l'Afrique du Nord-Ouest puis tu défends ça à la place puis tu es correct puis tu empêches quelqu'un d'autre de prendre l'Afrique. Et tu peux plus facilement splitter tes troupes. Oui, rendu au Canada, c'est compliqué, là. Mais tu peux plus facilement diviser tes troupes pour réussir à garder l'Amérique du Nord pendant sa conquête que si tu commences là et que tu vas avoir 2-3 joueurs qui vont juste se renforcer à cet endroit-là puis tu risques statistiquement de perdre ton avancée. Bref, si vous rejouez une game, commencez en Amérique du Sud, c'est mon conseil officiel. De rien. De rien. Quoi d'autre de ton côté, Baptiste? Très cool. Ben, dans ma deuxième catégorie qui s'appelait de plus en plus de stratégie, il y avait Risk, qui était le premier des 2 jeux qu'on vient de parler. Ouais. Puis le deuxième s'appelle Scotland Yard. Ah oui, ça, j'étais mauvais. C'est un jeu, ok, mon ami français Mathieu, s'il se reconnaît, allô. C'est lui qui avait ce jeu-là, qui nous faisait jouer à ça, c'était super bon. C'est un jeu où il y a un espion qui cherche à s'enfuir des enquêteurs de Scotland Yard à Londres. Puis c'était vraiment bien fait, tu sais, c'était un jeu du style un seul contre tout le reste, mettons. L'espion, lui, était tout seul. Puis en face, t'avais, je pense, c'était de 1 à 3 enquêteurs possibles. Mais si t'étais tout seul comme enquêteur, t'avais peut-être plusieurs pions, mettons, pour assumer le rôle de plusieurs enquêteurs. L'idée, c'est que l'espion se déplace dans Londres à des points, entre différents points, soit à pied, en bus, en taxi, en métro. Et les enquêteurs veulent tomber sur sa case pour l'arrêter. Sauf que les actions de l'espion, tu les vois qu'à certains tours dans le jeu. Donc, tu peux voir les moyens de transport pris par l'espion à tout, par exemple, les 4 tours environ, je crois. Il y a peut-être même un bonus qui permettait à l'espion de cacher certains de ses moyens de transport à certains tours. Puis, quand tu regardais ça en tant qu'enquêteur, tu voyais pour les 4 derniers tours quel moyen de transport il a pris. Fait que t'essayes de... OK, il est parti de tel endroit, il a pris tel moyen, ça se peut qu'il soit là ou là ou là. Mais tu sais, ce rôle-là d'espion, c'était tellement stressant parce que t'es tout seul dans ta tête pendant que les enquêteurs parlent de leur stratégie puis suggestions en plein dans ta face. Les moments où ils pointent exactement le bon endroit en disant « Je pense qu'il peut être là », t'as comme le cœur qui se met à pomper sans bon sens. Puis je pense que dans ce jeu-là, il te fournissait quelque chose comme soit des lunettes pour pas montrer tes yeux ou quelque chose de même. Là. Je suis plus sûr, mais en tout cas, bref. Je me rappelle de ce jeu-là, puis ça, c'était quand même un côté... j'aimais beaucoup la stratégie, mais aussi t'avais un aspect coopératif quand t'étais les enquêteurs. Là. Il fallait que tu te coordonnes puis que tu dises qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble, tu sais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait t'empêcher de tricher en tant que personne qui doit se faire attraper? Pourquoi? Parce que tu peux faire semblant que
t'étais à un endroit ou t'étais à un autre endroit, puis que non, vous m'avez pas trouvé. Est-ce qu'il y avait moyen de faire ça? Là, oui, tu peux le faire, mais là, rendu là, c'est comme ceux qui trichent à Monopoly, tu sais, je veux dire, c'est quoi l'intérêt de tricher, là? Je sais, moi, la personne qui avait ce jeu-là, c'était mon voisin qui... personnellement, je soupçonne de tricher. Il faisait tout pour gagner, donc... ouais. Dans ce temps-là, c'est pas le fun. Ouais. Ouais, ben c'est peut-être pour ça que je pense que je suis poche aussi, puis j'arrive jamais à l'attraper et j'avais jamais été le voleur, donc je sais pas. C'est ça, fait que Scotland Yard. OK. Ah, c'est toi, cool. mon cher Étienne, en as-tu d'autres? Ah, oui. Je vais y aller avec Hero Quest. Nice. Tu connais? Oui. Ouais, je vais quand même l'expliquer. C'est comme si ils avaient voulu faire une version simplifiée et encadrée de Donjon Dragon. Tout à fait. Donc, tu avais 4 personnages, le barbare, l'enchanteur, l'elfe ou le nain. Et il y avait un Dungeon Master. Il y avait un maître du donjon qui, lui, voyait le livre de scénario avec quelles unités ennemies étaient placées où sur la planche de jeu, qui étaient des petits carrés avec des pièces. Puis que c'était une planche de jeu variable parce qu'au final, tu pouvais décider... les scénarios dictaient où étaient les portes, où étaient les pièges, où étaient les trucs. Puis tu révélais au fur et à mesure que les personnages se déplaçaient sur le board, qu'est-ce qu'ils voyaient. Et donc, tu pouvais ajouter des meubles physiques 3D sur le board, des portes physiques 3D aussi, ainsi que des adversaires et compagnie. Ouais. Puis tu sais, dans les meubles, tu avais des trucs, tu avais des coffres au trésor, tu avais des tables, tu avais des chaises, tu avais des trônes, tu avais des bibliothèques, tu avais des tables de torture, tu avais des tables de sorcellerie. Puis tu sais, c'était vraiment un univers fantastique. Puis l'enfant de 9 ans que j'étais, tripais sur ce jeu-là. Exactement. Ben puis, les ennemis, des gobelins, des orques, des fimires. J'ai jamais revu des fimires ailleurs. Les fimires, j'ai l'impression que c'était unique à ce jeu-là. Corrigez-moi si je me trompe. Il y avait des squelettes, des momies, des zombies, des guerriers du chaos, que le mot du chaos, dans ces années-là, était... je veux dire, ils en avaient acheté à la caisse, puis ils devaient les mettre dans tout plein de jeux. Et une gargouille qui était le monstre ultime à battre. C'est un jeu qu'ils ont refait en 2022. Il y a eu une réédition de ce jeu-là, oui, mais à un prix impossible. Ah ouais. Je pense que quand il est sorti, c'était comme 200 US, un truc comme ça. Ben voyons. Ah ouais, je te jure. Puis tu sais, là maintenant, il a baissé, puis tu peux le trouver à 150 Canadiens en anglais. Mais si tu veux la version française, tu vas payer le double. Tu vas payer le double. C'est quand même cher. Ouais, exactement. Mais ce qui est cool, c'est que, comme à l'époque, aujourd'hui aussi, il y a des extensions. Donc, tu as des scénarios supplémentaires, des troupes supplémentaires, des alliés supplémentaires, des trucs comme ça. Puis, d'une partie à l'autre, tu sais, comme je parle de Donjon Dragon, d'une partie à l'autre, ton personnage évolue, il trouve des meilleurs équipements, puis il devient plus fort. Mais les missions deviennent de plus en plus difficiles aussi. Ouais. Donc, c'est ça, c'était vraiment cool. C'était un bon... c'est drôle parce qu'avec ma gang de Donjons et Dragons, on faisait une blague en parlant de ce jeu-là, puis en fait des anciennes éditions de Donjons et Dragons dans la façon de faire des donjons. Ouais. C'était que t'avais l'impression des fois, mettons, tu pouvais tomber sur une porte d'un placard, ouvrir la porte, puis là, il y a un orc. Oui. Puis là, on était comme, mettons, on imaginait la situation réelle. Aussi, genre, y avait-tu vraiment un orc qui attendait, caché dans le placard à balai, genre, juste que des aventuriers ouvrent la porte? Oui. Puis il y avait des risques aussi. Tu sais, des fois, tu avais des coffres au trésor, mais la façon dont ça fonctionnait, c'est si tu décidais de prendre un trésor, tu pigeais une carte trésor. Puis des fois, les cartes trésors, ça peut être une meilleure épée, une potion de l'or, ou ça peut être un monstre. Donc, dépendamment de... dans ta mission, OK, il te reste combien de points de vie? Tu sais, des fois, c'était comme, tu trouves un trésor. Ouais, mais est-ce que je le veux vraiment? Non, c'est ça. Si je trouve un monstre, il m'attaque tout de suite, puis c'est que ça se peut que je meurs. Puis il y a des trucs aussi. Tu sais, je veux dire, c'est un bon jeu à racheter si vous êtes très nostalgique ou si c'est pour donner à votre enfant. Parce que en tant qu'adulte, il y a des trucs que tu joues, puis surtout comparé aux jeux maintenant, qui font aucun sens, du genre, oui, les adversaires, les ennemis, mettons, un gobelin se déplace de 10 cases. OK? Mais toi, en tant que joueur, tu lances 2 dés. Fait que ça se peut qu'il y ait des tours que tu te déplaces de 2 cases, ça se peut qu'il y ait des tours que tu te déplaces de 12. Puis c'est un peu n'importe quoi là, de ce côté-là. Il y a des, tu sais, où il y a des stratégies de déplacement de, hey, on va dire qu'on lance les dés,
tous pour atteindre finalement cette position-là parce qu'il n'y a pas de monstres, puis les monstres font juste attendre que tu les vois. Tu sais, il y a des trucs comme ça. Mais dernier point, sinon, ça a été ma porte d'entrée vers l'univers de la peinture de miniatures. Et je peinturais des petites figurines étant jeune à 10 ans, puis je m'amusais, j'étais pourri. Mais... J'ai failli parler de Warhammer, mais ça aussi, moi, je pourrais faire un épisode au complet sur Warhammer. Oh, yes. J'en ai peint des Warhammer. Fait que, I feel you. Ouais. Warhammer, c'est toujours le truc que j'ai regardé de loin en me disant, faut pas que je me lance ça coûte là-dedans. cher. J'aurais plus d'argent, exactement. Mais ça coûte tellement cher. Ouais. Mais oui, Hero Quest. Ça m'a tellement marqué. Ouais. Ma dernière catégorie s'appelait toujours plus de stratégie et de tromperie. Le premier jeu que je vais nommer dans cette catégorie-là, c'était Citadel. Ça me dit quelque chose, ça. C'est un jeu où il y a une légère asymétrie, pas énorme, c'est juste les rôles dans le fond. Il y a comme des rôles, genre le roi, le constructeur, je sais plus trop quoi, qui sont sur des cartes. Puis là, au début de chaque tour, il y a comme une personne qui commence, qui choisit un rôle, qui passe le reste des rôles à un autre. L'autre choisit un rôle parmi ceux qui restent, puis il passe le rôle, puis ainsi de suite. Puis à chaque tour, tu changes ton rôle. Puis genre, le roi, c'est celui qui commence le tour. T'as le constructeur qui doit avoir des avantages pour être capable de construire certains bâtiments, puis etc. Fait que Citadel, le but, c'est que tu construis ta citadelle. Okay. Mais c'est juste que t'avais ce concept-là que tu changeais de personnage en fonction de ce qui allait plus arranger ta stratégie ou pas. Mais t'avais aussi le concept de... Là, tu remarques que telle personne a l'air d'avoir besoin de tel personnage pour son prochain tour. Ben, tu peux faire le choix stratégique de décider de prendre le personnage avant elle pour pas qu'elle soit capable de bien faire son tour. C'est ce concept-là d'essayer de bloquer les autres. Là. Je me rappelle, je pense que ça a été vraiment ce jeu-là où j'ai fait comme « Ah, c'est cool! » Puis tu changes souvent de rôle aussi, fait que il y avait comme une espèce de rejouabilité intéressante où tu te disais la prochaine partie que je vais faire, ce sera pas la même, tu sais. Puis j'imagine que c'est également pareil, différent les stratégies selon avec qui tu joues, parce que t'as des joueurs qui vont jouer que pour eux, puis t'as des joueurs qui vont jouer que pour foutre le bordel. Exactement. C'est ça, un petit jeu dans cette catégorie-là. J'en ai un deuxième après ça. Ouais, vas-y. J'y vais? Oh, moi, il m'en reste deux au total. Donc... vas-y, fais-en. OK. Ça s'appelle Seigneur de guerre, version française de Bleeders of War. Non, Battle Masters. Battle Masters, c'est un jeu qui se jouait sur le sol, sur le tapis du sous-sol, sur un genre de tapis de jeu en genre de plastique. Je sais pas trop c'était quoi. Mais c'était un tapis de jeu qui mesurait 1m37 par 1m52. Donc, c'était quand même grand. Surtout à notre âge, c'était comme... C'était nous, mais au carré. C'était vraiment big. C'était des cases hexagonales qui représentaient un champ de bataille avec une rivière. Donc... en gros, c'est du combat fantastique médiéval. Bref, pas trop loin de Hero Quest. Et donc, il va y avoir des figurines qui vont s'appeler quelque chose du chaos. C'est encore le classique. Il y avait deux factions, les humains versus les forces du chaos. Je pense que les humains, c'était comme l'empire humain, l'armée impériale ou je sais pas quoi. Bref. Ça sonne un petit peu Warhammer à date, la façon dont tu décris ton jeu. Je pense que tu sais, autant Hero Quest était une introduction à Donjon Dragon, j'ai l'impression que ça c'était une introduction à Warhammer. Donc c'était des cases hexagonales, puis tu devais déplacer tes cases, tes plaquettes de troupes. Donc tu avais des plaquettes, tu avais une plaquette d'archers, une plaquette de soldats, une plaquette de chevaliers, puis les deux factions, il y avait disons, dans les méchants, on disait les méchants, les forces du chaos, t'avais les loups, les orques, les gobelins, chevaliers du chaos, ogres. Ogre, c'était une unité spéciale. L'ogre était vraiment difficile à battre. L'ogre était vraiment fort, mais l'ogre, ça se jouait pas comme les autres unités. L'ogre, t'avais un deck de cartes que c'était
ça déterminait si l'ogre allait bouger ou si l'ogre allait attaquer et dans quel ordre. Et donc, tu avais 3 cartes de l'ogre bouge et 3 cartes de l'ogre attaque. Donc, si tu étais malchanceux et que tu voulais que l'ogre avance vers une troupe ennemie pour l'attaquer, mais que tu pigeais tes 3 attaques avant de piger tes moves, ben, ton tour servait à rien. Là, ah, ok, ouais. Puis, il était un peu incontrôlable. Ouais. Exact. Puis, tu pouvais jamais décider qui tu déplaçais parce que à tour de rôle, tu pigeais une carte, puis la carte te disait quelle unité tu bouges. Donc, il y avait ça aussi dans les stratégies. Il fallait que tu mémorises, OK, lesquels n'ont pas encore bougé, lesquels doivent bientôt sortir, etc., etc. Les humains avaient un canon. Le canon, c'était aussi leur unité un peu étrange que t'avais des grosses rondelles en carton, puis tu devais les mélanger. Puis là, tu décidais où tu visais. Et plus tu visais loin, plus il y avait de chances que tu te rendes pas. Ça dérive. Ouais, OK, exactement. OK, oui. Donc, tu plaçais tes rondelles sur les hexagones, puis une après l'autre, tu les retournais. Puis soit le boulet de canon volait dans les airs, soit il faisait un ricochet par terre, il faisait des dommages à l'unité qui était là, soit il explosait. Puis quand il explosait, je pense qu'il tuait l'unité sur laquelle il explosait d'un seul coup. Ça se peut que ce soit ton unité. Ça se peut que tu tires par-dessus toi-même. Fait qu'il y avait le côté stratégique. C'est très Warhammer quand même. Là, puis c'était vraiment cool. Puis il y avait une grosse tour en plastique que tu mettais. Puis quand des troupes allaient sur le dessus de la tour, il y avait un avantage au combat avec des dés, avec des têtes de mort puis des boucliers dessus. C'était vraiment cool. Puis encore une fois, ça a joué dans mon imaginaire de petit garçon un peu un univers à la Warhammer, mais à la Seigneur des Anneaux, puis le fantastique. Là, je vois le genre. Donjon Dragon et compagnie. Donc, ça m'a vraiment marqué. Puis c'est un jeu qui appartenait à The North. Donc, encore. Il nous écoute toujours le même. Il doit être encore en train de faire... toujours le même galopin The North. On est amis depuis qu'on a 6 ans. Oh là 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 là. Donc, non, c'est cool. C'est cool. Depuis que vous avez 6 ans, c'était en 1947. C'était en 1927. 27, oui. Ouais. À chaque épisode, hein, tu vois. Toujours une petite pointe à Étienne. C'est obligatoire. Il y a l'autre papa qui rappelle à Étienne à chaque fois qu'il l'a trahi à risque. Puis moi, je rappelle à chaque fois à Étienne que je suis plus jeune que lui. Fait que c'est ça. Ah, mais je suis plus haut niveau que toi. On va le voir. Ça, c'est vrai. Puis dans ma catégorie, toujours plus de stratégie et de tromperie, le deuxième jeu, j'ai nommé est Wanted. Désormais appelé Bang. Ah, ouais! Oui. Ah, mais la première version, c'était Wanted. OK. C'est un jeu... Est-ce qu'il y a des différences entre les deux versions? Non, aucune. C'est juste le nom qui a changé. Est-ce que c'est parce qu'en anglais, c'est Wanted, puis en... Ah non, il me semble que j'allais en anglais, non, parce que je l'ai acheté dans un jeu en France. Fait que doute-toi que... Bien qu'on est bon pour retraduire des fois, oui, mais vous traduisez avec des mots en anglais. Very bad trip. Je sais. Mais je suis persuadé que maintenant, le jeu s'appelle juste Bang, puis c'est tout. OK. C'était peut-être une raison de poursuite. Peut-être. Peut-être, ça se peut. C'est un jeu, encore une fois, avec des rôles, mais qui sont cachés, sauf pour le shérif. Dans le fond, t'as des shérifs, t'as des adjoints, t'as des bandits et t'as un renégat. Ouais. Donc, les bandits, ce qu'ils veulent faire, c'est tuer le shérif. Les adjoints veulent absolument aider leur shérif à abattre les bandits, mais le shérif ne sait pas qui est autour de lui parce que tous ces rôles-là sont cachés. Fait que, au début, le shérif, c'est le seul à chercher un peu ses alliés puis ses ennemis. Les autres savent un petit peu plus où se situer. Puis un renégat, lui, il veut tuer le shérif aussi, mais il veut être un peu le last man standing. Il veut avoir tué ou aider à tuer. Il veut plus qu'il y ait de bandits autour de lui avant de tuer le shérif, dans le fond. Puis en plus de ton rôle caché, t'avais des cartes de personnages qui te donnaient des avantages, genre Billy the Kid ou d'autres grands noms de Kid Cassidy ou je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais bref, il y en avait plein des grands noms. S'en suivait une partie au tour par tour qui te permettait, avec des cartes, de poser des armes pour avoir une certaine portée de tir, d'acquérir des chevaux pour augmenter la distance des autres joueurs, de tirer, d'éviter des coups, de regagner de la vie en buvant au bar, d'organiser une piche commune dans le magasin avec tous les autres joueurs, de déclencher des attaques d'Amérindiens, voler des armes ou des chevaux à d'autres joueurs et surtout allumer la dynamite. C'est le truc le plus le fun dans ce jeu-là au final.
c'est une fois que tu allumes la dynamite, au début du tour de chaque joueur, on pige une carte si la couleur, c'est celle de la dynamite, elle explose. Et souvent, ça veut dire la mort instantanée du joueur. Ouais. Sinon, tu passes la dynamite au suivant et ça continue jusqu'à ce qu'elle explose. Moi, ça, là... Ce truc-là, j'adorais ça. Cet élément de randomness qui peut foutre en l'air toute ta stratégie, j'adorais ça. Fait que, ouais. Goof m'a introduit à ce jeu-là. Ah ouais. Notre astronaute Goof. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on serait dû pour se refaire une soirée jeu de société avec nos astronautes. On lancera l'invitation. Tout à fait. Ouais. Et toi, mon cher Étienne, ton dernier jeu? Moi, si j'avais à te donner une catégorie, parce qu'apparemment, il fallait venir avec des catégories, puis moi, j'en ai pas apporté. Alors, la dernière catégorie, c'est WTF. Oui, c'est un jeu que tous ceux avec qui on a joué à ça, ça les a marqués parce que ça avait l'air impossible à jouer, mais en même temps, les règles qu'on avait compris du jeu rendait ça vraiment, vraiment, vraiment amusant. C'est un jeu qui s'appelle Pas l'économie. Pas l'économie, OK. Pas l'économie. OK, imagine une planche de Monopoly. OK, donc, tu sais, le principe d'avoir des cases qui tournent en rond. OK? Ouais. Donc, imagine que tu as des cases qui tournent en rond comme ça, 7 cases par 9 cases. Donc, 7, 9, 7, 9, tu as fait un tour. Imagine que à chaque coin, t'as une case supplémentaire qui part en diagonale vers l'extérieur. OK. Puis, autour de ça, t'as un autre tour de case. OK. Dans le fond, t'as comme un rectangle dans un rectangle, rejoint aux 4 coins par une case. Et en tout, t'as 80 cases. OK? Ah ouais. Et ça, c'est la planche de jeu. Puis, tu peux aller dans la direction que tu veux. Tu peux... bref, tu peux... Ben, il me semble que tu peux aller dans la direction que tu veux. En tout cas, nous, on joue comme ça. Puis, tu peux te promener puis acheter des compagnies ou des publicités. Et c'est un jeu qui combine la politique à l'économie. D'où le nom, pas l'économie. Okay. Au centre de la planche de jeu, tu as le côté politique. Donc, tu as des chiffres. OK, de 1 à... Je me rappelle plus. On va dire que c'est 11, 12, je sais pas. Ou 15, mais qui tournent en rond. Donc, 1, 2, 3, 4, puis qui retournent dans la direction opposée. Donc, un coup que tu as atteint le chiffre le plus élevé, disons que c'est 15, ça redescend. OK, bon, 13, puis là, ça passe à 12, ça passe à 10, ça passe... Puis ça revient à 1 au final. Puis ça, c'est comme... la gestion c'est comme la Banque centrale du Canada. D'ailleurs, c'était le jeu du Canada. On avait la version canadienne. Le jeu, à l'origine, je pense que c'est néo-zélandais ou australien, un truc comme ça. Et donc, c'est comme la Banque centrale qui décide du taux directeur. Et selon l'économie, selon l'inflation, selon ci, selon ça, selon ce qui se passe quand tu joues, ça fait bouger l'économie. Mais toi, si tu es le premier ministre parmi les joueurs, parce que oui, il y a des élections en plus, tu décides de la direction où le token qu'on met sur les chiffres va aller. Donc, soit tu vas aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre, selon tes besoins à toi, selon les compagnies que tu possèdes, selon si tu as des bons d'épargne ou des trucs comme ça. Étienne, on remplace tous les systèmes d'élection au monde par une partie entre les aspirants dirigeants d'un pays. Celui qui gagne le droit de diriger le pays pendant 4 ans. Et c'est ça le problème. Tu viens de mettre le doigt sur le problème parce que on savait jamais comment le jeu pouvait finir. Le jeu ne finissait jamais parce que tu ne faisais que t'enrichir. Parce que plus tu as de l'argent, plus tu as de l'argent. Ben oui, c'est ça. Et donc, le jeu te montre ça. Le jeu t'apprend ça. Puis le jeu t'apprend également que si tu contrôles en plus l'aspect politique, tu vas juste t'enrichir. Et c'est drôle parce que pour des enfants de 10-11 ans qu'on jouait à ça, on prenait un malin plaisir à s'enrichir. Et même, je te dirais, c'était malsain. Il y avait des billets. C'était pas des billets de 1$, 5$, 10$ comme au Monopoly, des tout petits billets plein de couleurs. Non. C'était des billets de taille réelle. Des billets de banque. Et c'était des billets... la plus petite coupure, c'était 10 000$. Et la plus grosse coupure, c'était $1 million.
Donc, t'avais Dépendant billets des pays, $1 million. Étienne, des fois 1 million, ça vaut pas grand-chose. Non, mais là, c'était des dollars canadiens. Là. C'était des dollars canadiens, ça vaut pas grand-chose, Étienne. Snow C'est pas vrai. pesos, exactement. Mais tu sais, c'est ça, c'était drôle parce que, c'est ça, personne perdait. Fait que tout le monde avait du fun. Puis là, il y en avait que, ma stratégie, c'est je prends des bons d'épargne, j'espère que le taux d'intérêt va être élevé, fait que je vais m'arranger pour que le chiffre soit élevé. Puis là, il y en a d'autres que, non, je vais payer moins de taxes, alors je vais avoir beaucoup de compagnies, mais je veux, tu sais, bref, mais c'était drôle, puis on comprenait rien, mais c'était un jeu qui était bizarre, c'était un jeu qui était spécial, puis c'était un jeu qui était sans fin, puis ça a marqué tout le monde, juste parce que c'était étrange et différent. Ouais. Et c'était gigantesque aussi. Le board était vraiment gros. C'était cool. Ouais. Très Donc, nice. Oui, c'est très ça. Nice. Tu sais, si j'avais à résumer, ben pour moi, là, je vais le faire, puis tu me diras ce que t'en penses pour toi, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune, c'est d'un, il y avait ce que je pense que j'aime toujours aujourd'hui parce que je l'ai développé quand j'étais jeune, mais il y avait le côté stratégique. Il y avait le côté un peu tromperie / bloquer les autres, mais c'était surtout ce que j'aimais dans les jeux en général, il y avait des moments de « Ah ah! » Genre « Je romps notre alliance » ou je ne suis pas le rôle que tu pensais que j'étais. Toutes ces choses-là, moi, j'adore Surprise. ça. J'adore ça, avoir genre l'espèce de patate de « Ah ah! J'étais pas l'adjoint au shérif, j'étais le renégat. » Tu sais, genre, j'adorais ça. Fait que, tu sais, c'était comme Scooby-Doo, toi. C'est comme Shocking Twist. C'était le maire, tout ça. Et voilà! Voilà. je retire ma face, puis Exact. Moi, c'est drôle parce que, tu sais, il y a 2 jeux sur 4 que j'ai mis là-dedans que c'est basé sur du réel et tu sais, comme économie, politique, guerre mondiale, whatever, tu sais. Puis l'autre côté, c'est comme, oublie tout ce qui est réel, là. On y va dans le super fantastique, dans le jeu de rôle, dans le... donc, puis mais en même temps, dans des grandes références de jeux de rôle, là. C'était pas des petits jeux de... Oui, tout à fait. Oui, puis tu sais, c'était aussi un peu, je te dirais, mon point d'entrée après vers Lord of the Rings et compagnie. Juste parce que c'est tellement cool. C'est tellement cool, l'univers fantastique inspiré de Tolkien. Non, c'est partout maintenant, là. C'est partout. Tout est basé là-dessus. C'est vraiment cool. Yes, j'adore ça. J'adore ça. Bonjour, chérie. Merci, chers astronautes, de nous avoir écoutés. Oui. Sachez que vous pouvez toujours nous donner une petite note de 5 étoiles, par exemple, sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. On est sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer. On est officiellement sur Deezer. On est officiellement sur Amazon Music. Amazon Music, mais il n'y a pas grand monde. Fait que parlez-en à vos amis qui sont sur ces plateformes-là, les quelques personnes qui sont sur ces plateformes-là, puis dites-leur d'aller s'abonner. Oui, parce que soit on est à la merci de l'algorithme, soit on vous remercie de parler de nous parce que il y a une bonne différence quand vous parlez de nous. On voit les chiffres monter, puis on est vraiment content. Puis ça monte, c'est vraiment fun. On fera un petit topo sur la situation du podcast au prochain épisode parce que ça va faire 1 an. Ça va faire un an. High five virtuel. High five Wi-Fi. Puis n'hésitez pas aussi à parler de nous autour de vous. Quand vous mettez des musiques de Noël, mettez un petit épisode en même temps. Un petit épisode de Baptiste Etienne dans votre salon là au moment de Noël. Là, cet épisode-ci va être diffusé en janvier. Ah merde! Au prochain Noël 2025. Vous pouvez parler pour la chandeleur, les crêpes, pour le Pâques. pour la Saint-Valentin. Hey chérie, j'adore ça. Parfait. Hey, puis sinon, on a le site web j'adore-ça-podcast.com. Vous allez pouvoir accéder à notre Discord à partir de là. Vous allez pouvoir accéder à notre boutique. Si vous voulez aider à financer le podcast parce qu'on est très déficitaire, sachez-le, on fera un topo là-dessus. Ça va être drôle. Mais j'adore-ça-podcast.com. Tous les liens sont là.
On se dit à la prochaine, Baptiste. À la prochaine, Étienne. Et on se dit à la prochaine, cher astronaute. Bye! Bye! J'adore ça. J'adore.